Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, pendant qu'Emmanuel Macron bavasse à Marseille sur l'éducation nationale et sur autre chose, des millions de parents ne savent pas ce qui se passe à l'école. Ève Wagerland, enseignante agrégée en lettres modernes, et Gilles Farfour, enseignant en collège actuellement en arrêt maladie, vont nous expliquer cet effondrement de l'éducation nationale pour lequel il me semble qu'il y a une volonté de ne rien révéler aux Français. Insécurité, idéologie, violence, mensonge sur le véritable niveau scolaire, la farce du baccalauréat pour acheter la paix sociale, analphabétisme inquiétant, aveuglement de la société civile et contournement par nos élites de cette même école publique. Voilà autant de sujets que nous allons regarder en face avec ces deux enseignants. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation. Je voulais vous avoir ce matin. Ève Wagerland, bonjour. Vous êtes enseignante et auteur d'un prof, ne devrait pas dire ça. Allez, une nouvelle fois, aux très bonnes éditions L'Artire. Mais on ne reçoit que des bons auteurs de très bonnes maisons. Un livre à lire immédiatement. Et Gilles Farfour, vous êtes enseignant de collège. Vous avez une histoire très particulière, très dense, et vous êtes actuellement en arrêt maladie. Et on va parler de ça ce matin ensemble parce que je trouve ça aujourd'hui très compliqué. Et ces émissions permettent aussi de faire ouvrir les yeux aux gens sur ce qui se passe. Alors, on a cette table ronde, on a demi-heure pour en parler. On va aller sur plusieurs thèmes, notamment sur l'auto. Je voulais qu'on commence rapidement dans le vif du sujet sur qu'est-ce qui sape aujourd'hui, Ève Wagerland, notamment l'autorité du maître, vous, en tant qu'enseignante et agrégée. C'est tout un ensemble idéologique. C'est vraiment à tous les niveaux que l'institution ne respecte plus cette autorité. Ça va des élèves à la direction, puisqu'en fait, on a des chefs d'établissement maintenant qui ont un peu tout pouvoir et qui se comportent vraiment un peu en petit patron d'entreprise au sein des établissements, alors qu'ils ne sont pas techniquement les supérieurs hiérarchiques des enseignants, et qui peuvent aller à l'encontre de nos décisions, sachant qu'on n'a pratiquement plus aucune marge de manœuvre, nous, puisqu'on ne décide plus de rien en conseil de classe. Donc voilà, ça affaiblit beaucoup notre autorité. Gilles Farfour, vous partagez l'avis d'Ève Wagerland là-dessus, sur ce qu'elle vient de dire? Alors, ce qui sape l'autorité de manière générale, oui, je rejoins effectivement Eva Wagerland, et d'ailleurs, je vous remercie pour l'invitation. Ce qui sape l'autorité est général, c'est-à-dire que l'ensemble des décisions qui sont prises, quel que soit le niveau, vont diminuer l'autorité du professeur. C'est-à-dire que quand vous êtes enseignant, vous avez affaire en face de vous à un univers tout à fait dogmatique, à un monde qui est préparé légalement et administrativement pour permettre des obstructions dans tous les coins, dès lors qu'on est en situation de violence, dès lors qu'on tente d'enseigner correctement avec des méthodes qui conviennent aux jeunes. Et cela peut changer tous les 4 matins. On est vraiment, moi j'ai parfois l'impression d'être dans une situation quasi sectaire, j'ose le dire, quasi sectaire, qui va très loin. Et tout cela, si on faisait le sommaire, ça prendrait toute l'émission de tous les soucis qui amènent à saper l'autorité. Mais disons que le sapage de l'autorité est malheureusement le sommet de l'iceberg, finalement. Ce n'est plus que le sommet de l'iceberg. C'est dire au point où on en est. Ah oui, c'est intéressant et on va développer ces sujets-là. Je me tourne à nouveau vers vous, Ève Wagerland. Il y a cette question aussi. Gilles Farfour parlait du sommet de l'iceberg, mais il y a aussi la sanction au niveau des élèves. Je sais que vous en parlez dans votre livre. Aujourd'hui, est-ce que sanctionner un élève perturbateur, un élève violent, est-ce que c'est mission impossible selon vous, Ève Wagerland? Oui, c'est rendu pratiquement mission impossible à tous les niveaux. Oui. Alors, au plus haut niveau, puisqu'une pression forte s'exerce sur les chefs d'établissement pour qu'ils ne fassent pas de conseil de discipline. C'est le conseil de discipline qui permet de faire des exclusions. Et de toute façon, à quoi bon? Parce que un élève n'est jamais exclu définitivement du système scolaire. Il est toujours replacé dans un autre établissement. Donc, en fait, on va se donner beaucoup de mal pour l'exclure, et finalement, on va en récupérer un, puisque en fait, les chefs d'établissement échangent les exclus. Voilà. On va en récupérer un peut-être pire. Moi, j'ai déjà vu récemment des collègues, après être parvenus à exclure un élève vraiment terrible, finalement être inquiets encore plus de la suite. Oui. Donc, voilà. Et en fait,
À partir de là, c'est à tous les niveaux que la sanction est rendue impossible, puisque le fait que les chefs d'établissement ne puissent pas réellement sanctionner, ils le font retomber sur les profs en nous mettant aussi la pression pour qu'on n'exclue pas, pour qu'on n'exclue pas de classe. Les heures de colle sont rendues pratiquement impossibles dans beaucoup d'établissements. Voilà, c'est vraiment à tous les niveaux que ça coince. Ève, là-dessus, il y a un côté pas de vague aussi dont on a beaucoup parlé. Oui, bien sûr, puisque le raisonnement dans l'éducation nationale, c'est de se dire, c'est toujours d'afficher des objectifs comptables et on considère qu'un chef d'établissement qui fait beaucoup de conseils de discipline, c'est un chef d'établissement voilà, qui gère mal son établissement. S'il doit faire des exclusions, c'est qu'il y a des problèmes, c'est que c'est mal géré. Alors qu'en réalité, c'est qu'il traite les problèmes s'il y a des exclusions. C'est effrayant, et je vais me tourner vers Gilles Farfour, mais on a l'impression que c'est la boue sous le tapis. C'est plus la poussière sous le tapis, c'est la boue sous le tapis, là, à ce niveau-là. Gilles Farfour, là-dessus, vous, c'est ça, à un moment donné, c'est la politique du chiffre, c'est pas faire de vagues, c'est se dire, bon, mais s'il y a moins, il faut absolument pas mettre des élèves dehors, parce que sinon, ça donne mauvaise réputation, et ça veut dire que le boulot n'est pas fait. C'est ça aussi, vous avez partagé cette analyse, Gilles Farfour? C'est absolument cela, et ce sont plus que des mots, c'est plus qu'une simple pression morale qu'on mettrait sur les professeurs, comme l'a dit Eva Garland par rapport à cette politique du chiffre. C'est-à-dire que dans le détail, l'idée que la punition n'est pas seule, l'idée qu'elle fait partie d'un processus complexe avec un savant mélange de communication pour expliquer la punition, c'est considéré aujourd'hui comme inexistant. C'est par pure jouissance narcissique que nous punirions les élèves. Le premier problème est là. On vous explique dans les instituts de formation que s'il y a situation de violence, eh bien, c'est le professeur qui l'a mis en place. On dit situation de violence, il n'y a pas de violent et d'agressé, sachant qu'on a affaire à des cas de figure qui sont véritablement traumatisants pour nos enfants. C'est-à-dire que, oui, j'ose prononcer le nom d'enfant. On doit dire élève, mais là, je prononce le nom d'enfant. C'est-à-dire qu'on a des agressions sexuelles en classe de 5e, c'est-à-dire qu'on a des violences qui sont extrêmement graves. Je vais vous dire un petit peu les astuces qui sont mises en place pour littéralement faire obstruction. Alors vous avez toute une échelle, en fait, une fameuse échelle des punitions qui ne sert pas à grand-chose. On vous demande de faire un rappel à l'ordre qui ne sert à rien et prend du temps dans le cours. On vous demande de mettre des heures de retenue qui ne servent pas à grand-chose. Les parents vous expliquent pour vous demander de déplacer l'heure parce que le petit chou a son cours de tennis ou je ne sais quoi, ou de football. Vous devez faire des rapports d'incidents, des rapports d'exclusion en classe, c'est-à-dire qu'on a des feuilles à remplir, et ça, on en a rempli un paquet où le prof doit se justifier. Il est toujours en position de justification, et votre gamin, à ce moment-là, a la maîtrise du cours, il en jouit. Je pense vraiment qu'on éduque les jeunes à jouir de leur situation dominante, en fait, par ce système-là, par une complexification qui est extrême. On vous demande de faire des conseils, des commissions pédagogiques, ça c'est la nouvelle trouvaille, pour éviter, tout est fait pour éviter le conseil de discipline. Donc les enseignants, les adultes sont corvéables à merci, et le conseil de discipline, eh bien là aussi vous avez une échelle. Sachez que les mesures qui sont prises, qui peuvent être des exclusions temporaires de classe, temporaires d'établissement, c'est un miracle si elles sont votées par des gens. On a un entrisme dans le conseil de discipline, on a un entrisme de la part de certaines associations notamment, et même si votre élève reçoit une exclusion, eh bien, il peut avoir du sursis, il peut y avoir un recours gracieux du chef d'établissement. Enfin, je pourrais continuer longtemps. Chef d'établissement qui par soir reçoit le gamin dans son bureau pour le préparer contre les profs. Voilà ce que nous vivons, voilà ce que les familles vivent en réalité. Eva Garland là-dessus, disparition de la sanction aussi, selon vous, aujourd'hui, de plus en plus difficile, ou une espèce d'organisation de l'impuissance, comme vous l'appelez? Oui, c'est ça, avoir effectivement une manière d'habituer en fait les jeunes à l'impunité, hein. C'est vraiment ce qui se passe. Il y a un refus idéologique de la sanction. Je sais que pour avoir demandé, ça je le raconte dans le livre, à une CPE la possibilité de mettre 1 heure de colle, on m'a dit que j'étais une fanatique de la sanction, sachant qu'il s'agissait d'un élève avec qui j'avais des problèmes depuis déjà plusieurs mois. J'avais demandé, alors dans ce genre de cas, il y a certains CPE qui pratiquent encore un truc terrible pour contourner la sanction, c'est
une sorte de rendez-vous où le prof et l'élève sont convoqués pour essayer de comprendre le problème qu'ils ont. Ça s'appelle la médiation, F, ça s'appelle la Voilà, médiation, ça. donc un rendez-vous de médiation où le CPE se donne le beau rôle puisqu'il est un peu en position de juge, tandis que le prof et l'élève sont mis sur le même plan, comme si ils étaient également responsables du problème. Et ensuite, on essaie de voir qui a raison, qui a tort. Donc, parce que j'avais refusé ce type de rendez-vous, en fait, voilà, cette CPE ensuite a refusé tout ce que moi je demandais, même de mettre une banale heure de colle. Donc, on est confronté à ce genre de choses quand même. Rapidement, avant le bulletin d'information, finalement, c'est ce que vous dites est terrible parce que vous êtes mis sur le même pied d'égalité. C'est ça qui me frappe en vous écoutant, Eva Garland. C'est ça. Il y a pas, on n'assume absolument pas l'idée de hiérarchie dans le système scolaire, sauf en ce qui concerne le chef d'établissement, qui lui se comporte vraiment avec tout le monde en chef. Hein, ça, il y a pas de problème. Par contre, l'idée qu'il y aurait une hiérarchie, notamment du professeur sur les élèves et même au sein de l'établissement, avec absolument tout le personnel qui se permet de tutoyer de but en blanc le professeur, des choses comme ça. On n'assume pas voilà, la moindre idée d'hiérarchie et il ne peut pas y avoir d'autorité du professeur dans ce cas-là. Bon, en tout cas, merci. On va reprendre cette très bonne discussion de table ronde, mais immédiatement, vous le savez, on est sur une radio, c'est 8h, donc à 8h, ça veut dire que c'est le bulletin d'information avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui. Non. La table ronde. Merci mon cher Franck, je suis toujours au fond de la classe, bien entendu, avec le coude posé sur le radiateur, la tête dans les rideaux, mais trêve de plaisanterie, je retrouve bien sûr deux enseignants. Eve Garland, vous êtes auteur d'un prof, ne devrait pas dire ça, aux éditions L'Artilleur, notamment les choses vues et choses tues dans l'éducation nationale, et Gilles Farfour, lui qui est enseignant actuellement en arrêt maladie, et qui a bien des choses, ils ont tous les deux bien des choses à nous raconter. Merci d'être là à tous les deux pour parler, parce que c'est pas facile aussi en tant que enseignante de venir dénoncer ce que vous dénoncez. Je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet. On est déjà dans le vif du sujet, mais je voudrais qu'on parle aussi de l'effondrement du niveau dans l'éducation nationale. Cet effondrement qui posera des problèmes à court et moyen terme pour notre société dans son ensemble, littéralement là-dessus, sachant que nos élites, pour la plupart, regardez, Pape Ndiaye a pris soin de mettre ses enfants dans une école ultra privée à l'alsacienne. Eve Garland, très sincèrement, où on en est au niveau général de l'éducation culturellement, intellectuellement, en termes d'orthographe, de compréhension de texte, vous qui êtes prof de français, on en est où et où on va où surtout? Alors, maintenant, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a vraiment un problème de chute vertigineuse du niveau, alors que ça a été nié quand même pendant des années par des pseudo-experts qui trouvaient toutes sortes de moyens de masquer la réalité. En fait, le problème, c'est qu'on a tellement laissé dégénérer la situation que maintenant, on est largement au-delà d'un problème de connaissances pas maîtrisées. Oui. Les élèves, en fait, pour un bon nombre d'entre eux, n'ont plus les moyens d'apprendre, en fait. Ils n'ont pas appris à apprendre. Donc, ils ne savent pas apprendre une leçon, la retenir, parce qu'on a supprimé le par cœur à l'école primaire, tout ce qui était jugé rébarbatif. Il y a un problème d'écrit, ils ne maîtrisent pas bien l'écrit, que ce soit même simplement la graphie, le fait d'écrire lisiblement. Là aussi, parce que les méthodes traditionnelles, le fait de faire des lignes à l'école primaire a été jugé rébarbatif, donc on a abandonné. La maîtrise de l'orthographe, voilà, tout le monde sait très bien ce qu'il en est. Donc, un problème d'apprentissage, un problème même de raisonnement, parce qu'à la base de tout ça, il y a l'absence de maîtrise de la langue, avec un nombre de mots de vocabulaire qui est de plus en plus restreint. Enfin, toutes les semaines, j'ai des surprises. La semaine dernière, j'ai eu un élève qui ne comprenait pas le mot comique. Donc, ça va de plus en plus loin en fin de collège, quand même. Et donc, ce problème de langage fait qu'il y a un problème de raisonnement qui en découle, avec des élèves qui ne maîtrisent pas des rapports logiques de base, comme le rapport cause-conséquence. J'ai des élèves qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une conséquence. Et à partir de là, rien n'est possible, parce qu'il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de maîtrise de l'écrit. Donc voilà, ça dépasse largement maintenant un problème de connaissance.
Gilles Farfour, ouais, même question pour Eve Vagerland. Concrètement, quelle est votre analyse, vous, et surtout où on va, parce que Eve Vagerland le dit, ça dépasse largement le problème de connaissance. C'est-à-dire que là, on parle de structure intellectuelle d'une jeunesse qui sera chargée à court moyen terme de structurer notre société, de la mener à bien. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt à mal, Gilles Farfour. Effectivement, les élèves ont une incapacité en arrivant au collège à suivre une consigne, ne serait-ce qu'à dire une consigne. Alors, ce qu'on nous dit de faire, nous, c'est de continuer. C'est de continuer dans le cadre de ces méthodes qui sont inventées par une nouvelle bourgeoisie mise en place depuis la réforme de Jospin en 89. Une nouvelle bourgeoisie qui n'a jamais foutu les pieds dans une salle de classe et qui nous dit comment faire, qui vide le métier de sa tradition. C'est comme une espèce de mise au placard permanente d'être prof, finalement. Et ce qu'on vous demande de faire pour ces enfants, c'est de faire une espèce de jeu de devinette générale, pour faire simple, de produire du sur-mesure pour chaque élève, c'est-à-dire que l'enfant doit produire son propre savoir, il est la source de tout. Il y a une espèce, non content de les vider de leur capacité de compréhension et de leur culture, il y a une espèce d'éducation au narcissisme. On a une inversion des valeurs qui est complète. Vous avez des jeunes qui, devant un texte, alors moi je suis enseignant de lettres classiques, donc de latin et de grec, puisque le grec il n'y en a quasiment plus, donc surtout de latin. Vous avez des jeunes qu'on est censé placer devant un texte, en fait, et qui, par une espèce de décryptage qu'ils ne savent pas faire eux-mêmes, doivent déduire les règles par eux-mêmes. C'est une aberration complète et c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. Les élèves aiment être encadrés. Quand on change radicalement, ils aiment être encadrés. Le plus grave dans cette situation profondément dogmatique, où chaque nouvelle invention est présentée comme, je cite, un changement de paradigme, donc une nouvelle loi. On a des gens qui pensent que le mot arrive avant la chose. On a des gens qui sont dans un état de gnose complet. Le plus grave dans tout cela, c'est que vous avez des universitaires qui commencent à suivre ce genre de méthode. Moi, on m'a enseigné, et je mets des guillemets, enseigné le latin comme cela et le grec comme cela, avec des enseignants qui nous mettaient un texte tel quel, ce que je suis censé faire avec des enfants, et on devait spontanément, en fait, déduire ce qui était écrit. Vous voyez le niveau. Et ça, c'est intéressant, finalement. Et la question que je vais vous poser à tous les deux, et je vais commencer par Eve Vagerland, est-ce qu'on peut dire, selon vous, y a-t-il un aveuglement volontaire de notre classe politique, et de l'éducation nationale, alors qu'il saurait très bien ce qui s'y passe, Eve Vagerland? C'est vrai que quand on voit le décalage entre les propositions de nos élites qui sont systématiquement fixées sur des objectifs comptables, on le voit à l'heure actuelle, l'obsession d'augmenter le temps scolaire, donc des choses purement cosmétiques, parce qu'encore une fois, le problème, c'est pas d'ajouter des heures, c'est de pouvoir faire cours pendant 1 heure. Le problème, c'est que là, sur 55 minutes de cours, si on arrive Parce que, Eve, je me permets de vous couper, vous, sur un cours, concrètement, il y a quoi d'effectif? En termes de temps, la durée effective, c'est de combien sur un cours à peu près? Je pense que sur 55 minutes de cours, quand on arrive à faire 15 minutes d'instruction réelle, on est content. Il y a une perte de temps permanente parce que 80% de notre énergie passe à faire la discipline, sachant qu'avec l'hétérogénéité des classes, pour celui qui est bon, il perd son temps pratiquement tout le temps. Il attend les autres constamment. Donc voilà, on a des élites qui sont focalisées sur des choses comptables comme ça, le remplacement des heures aussi, le pacte là qui est proposé au monde enseignant est entièrement focalisé sur l'idée de nous faire remplacer au pied levé nos collègues pour pouvoir afficher des objectifs de pourcentage d'heures qui ont été rattrapés. En réalité, il s'agit juste de mettre un adulte devant le groupe, qu'importe ce qu'on fait, ça peut être n'importe qui, n'importe quel collègue qui remplace n'importe quel collègue. Donc ça ne signifie rien. Ensuite, le problème, c'est que l'aveuglement, il vient même des syndicats, puisqu'on a des syndicats qui réclament toujours des moyens et qui ne posent jamais les questions de fond. Donc ensuite, c'est d'autant moins étonnant que nos gouvernants réagissent à côté de la plaque, sachant que les profs eux-mêmes, en tout cas ceux qui les représentent, demandent des choses qui sont totalement en décalage avec la réalité du milieu scolaire.
Donc voilà, il faudrait une prise de conscience. Il y a encore besoin d'une prise de conscience générale. Ensuite, il y a des cyniques aussi, je pense, au pouvoir qui sont très bien servis par ce mode d'instruction qui crée voilà, des consommateurs, qui crée des gens manipulables facilement. Et sachant que voilà, on a désindustrialisé le pays, donc Oui. on crée des masses de jeunes qui ne sont pas formés techniquement, mais qui ont un vague savoir général et qui sont destinés au tertiaire. Bon, Ouais. Ouais, ils sont destinés à l'ubérisation finalement. un peu, ouais. Je partage cette idée. Ils sont flexibles et surtout ils se poseront pas trop de questions sur l'asservissement et l'appauvrissement qui sera le leur malheureusement. Je me tourne vers Gilles Farfour. Gilles Farfour, quand vous entendez par exemple Emmanuel Macron hier qui est allé bavasser, comme je le disais en introduction à Marseille, pour nous parler d'innovation dans l'éducation nationale ou de réduire les grandes vacances ou de réduire ci ou de faire autrement ou de faire à un moment donné de favoriser l'esprit d'entreprise dans les écoles. Emmanuel Macron, là, il sait de quoi vraiment il parle ou c'est de la com pour Macron? Il sait de quoi vraiment il parle. Oui, tout dépend du sujet qui est évoqué, c'est-à-dire qu'il est très efficace en termes de formule magique. Voilà, il est très efficace à ce niveau-là. Formule magique qui, lorsqu'elle se réalise, permettent tout de même des économies de manière systématique. Je rejoins le problème, le fameux problème du destin social. C'est une expression dont on nous rabâche les oreilles dans l'éducation nationale. Le fait d'envoyer tous les jeunes au baccalauréat, ça a consisté aussi à vider les campagnes de ces jeunes qui pouvaient prendre la succession du boulanger, de l'artisan local, etc. Puisque ces gens, quand même, au-dessus de nous, ont un mépris prodigieux pour l'artisanat. Faut pas l'oublier. Donc, on se retrouve effectivement avec une population de jeunes qui sont, comme vous dites, qui ne sont même pas capables. C'est terrible ce que je veux dire, mais ils n'ont pas forcément les capacités d'effectuer une activité répétitive dans une usine. Ils n'ont même pas cette capacité-là et c'est très dur. Donc, ils sont effectivement upérisés, ces jeunes gens. Et on a affaire à un mur au-dessus de nous, on a affaire à des gens qui en profitent. Vous avez toute une structuration avec des personnes qui, effectivement, savent ce qu'ils font, des gens qui mangent très bien depuis pas mal d'années, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et vous avez surtout des gens qui ont la foi, mais pas vraiment dans le bon sens du terme, en dessous d'eux. La discussion est devenue impossible. La discussion est devenue impossible. Le divorce entre professeurs et syndicats, je pense que c'est surtout au moment de la réforme Belkacem du collège, le divorce est acté, puisque les syndicats ont beaucoup traîné à agir. À l'heure actuelle, on se retrouve face à un médecin qui continue de donner de l'opium aux tuberculeux puisque ça arrête de le faire tousser, sauf qu'il finit par se noyer dans ses poumons. Et je me demande comment on peut sortir de là. On favorise effectivement les structures privées comme celle où notre cher ministre met ses enfants. On favorise les structures qui sont parallèles. Et est-ce que la renaissance ne pourra pas se faire pour nous que par des structures parallèles, justement? Je me pose la question. Alors, je me tourne vers Eva Garland et vous êtes l'auteur du livre « Un prof ne devrait pas dire ça, chose vue et tue dans l'éducation nationale ». C'est aux éditions L'Artilleur. Eva Garland, la question que je me pose, moi, qui me trotte, qui me taraude, même pour vous le dire très clairement, c'est est-ce qu'il y a j'ai quand même l'impression qu'il y a des milliers de parents, excusez-moi, qui manifestement n'ont pas pris conscience, leurs enfants partent à l'école le matin, et ils n'ont pas pris conscience du naufrage actuel dans lequel ils les plongent bien malgré eux, sans aucune préméditation. Et pour certains pensent que si les enfants sont au collège ou au lycée, tout va bien se passer pour eux, ils apprennent, ils se structurent et ils auront probablement le bac et peut-être des études qui leur permettra de trouver un job, un boulot, à peu près correct. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une responsabilité des parents ou pas, Eva Garland, là-dedans aussi? Oui, alors, les parents sont en partie victimes, en partie complices, je pense. Il y a eu une telle tradition du service public de qualité en France qu'on a encore confiance quand on confie son enfant à l'État et à la machine de l'éducation nationale. Par ailleurs, les gens qui sont parents aujourd'hui ont connu, ça se dégrade tellement vite qu'ils ont connu un système qui était meilleur encore.
Donc ils s'imaginent encore que c'est comme ça. Même nous, Eva Garland, même nous, à nos âges, on n'est pas très avancés, mais même nous, il me semble. C'est ça, moi j'ai connu un collège où le CPE faisait la terreur, où personne n'arrivait en retard, alors que maintenant on connaît des élèves pendant tout le premier quart d'heure du cours, ils arrivent au compte-gouttes tranquillement sans jamais avoir de problème. Enfin, voilà, on a connu une ambiance totalement différente, donc beaucoup de parents croient que c'est encore comme ça et donc c'est pour ça que j'ai écrit le livre, hein, tout simplement parce que je me rendais compte que quand je racontais ce que je vivais aux gens, ils tombaient des nues. Ce qui m'étonnait beaucoup parce que bon, il y a quand même beaucoup maintenant de médiatisation autour de cet échec du système scolaire, mais bon. Et ensuite, je dis aussi parents un peu complices parce que tout le monde s'accommode bien d'un système qui est extrêmement complaisant, qui va donner le bac à tout le monde. Et ça aussi, c'est ce que je dis dans le livre. En fait, il faudra que les gens acceptent, s'ils veulent qu'on redonne un enseignement de qualité, il faudra qu'ils acceptent la possibilité que leur enfant ne réussisse pas, en fait, à avoir son bac, qu'il n'aille pas forcément en série générale, qu'il y ait une sélection et que potentiellement il ne fasse pas partie des sélectionnés. Mais en échange, il recevra de nouveau un véritable enseignement exigeant et tout. La tendance actuelle, c'est qu'on a quand même des parents très consommateurs, très contents qu'en apparence leur enfant réussisse, qui cherchent à le dédouaner de toutes les manières possibles, en contestant l'autorité du professeur dans les rendez-vous, en médicalisant en fait, ce qui est un défaut d'instruction et d'éducation à travers toutes les dyslexie, hyperactivité, HPI, ils vont pratiquement être la moitié à être au potentiel intellectuel. Oui, j'ai un peu l'impression de ça. Vous faites bien de le rappeler parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une épidémie de HPI, moi. Mais bon. C'est ça, il y a une épidémie. Les élèves n'ont jamais été aussi mauvais, mais ils sont tous au potentiel intellectuel. Enfin, c'est hallucinant. Et malheureusement, les parents marchent à fond quand même là-dedans. Et donnent eux-mêmes à leurs enfants une éducation qui est aussi en partie responsable des problèmes qu'on rencontre, parce que, vous savez, il y en a eu cette éducation positive qui est en réalité particulièrement négative, qui explique qu'on ait aussi ce désordre en classe avec des enfants qui n'ont jamais eu de limite. C'est compliqué pour nous à gérer. Gilles Farfour, vous partagez l'analyse de Eva Garland, la responsabilité des parents finalement qui pensent que l'éducation nationale sauvera du désastre leur progéniture et qu'il y a aussi, Eva Garland le dit aussi, finalement une désagrégation dans le cercle familial, culturel, intellectuel aussi, de gamins qui sont complètement démembrés, qui n'ont plus, quand je dis démembrés, c'est dire culturellement, bien entendu, Gilles Farfour. Je suis d'accord sur toute la ligne avec le constat. Décidément, j'arriverai pas à vous opposer ce matin. Non, je pense pas. C'est sa faute à elle, c'est pas la mienne. Mais effectivement, au niveau de la structure familiale, le contact qui se fait entre la famille et l'école, soit il est inexistant, soit il est sous la forme d'une opposition. Il y a un jeu politique en fait autour de ça qui aussi consiste à diviser les gens de l'intérieur, qui est très important et qui empêche d'améliorer la situation tout simplement parce que finalement vous êtes parent d'élèves et c'est tout naturel. Vous comprenez que vous voyez que les choses ne vont pas en fait. Il y a beaucoup de parents qui le voient mais qui ne le comprennent pas. Je parle pas des consommateurs. Eh bien ceux-là, contre qui se tournent-ils? Mais contre l'enseignant. C'est leur premier interlocuteur, c'est celui qui donne le cours à leur enfant. Et donc ça fait une espèce de conflit local qui sert les gens au-dessus, oui. Non, parce que j'ai quand même l'impression, quand on parlait de l'Alsacienne, il n'est pas question ici de pointer l'Alsacien en particulier, mais je veux dire par là, c'est des établissements privés, très privés, avec des cours traditionnels, vous le savez mieux que moi, dans un apprentissage beaucoup plus structuré, où les enfants, en plus, à la maison, bénéficient d'une émulation culturelle, intellectuelle, qui les propulse, bien entendu, et qui en fait, à un moment donné, ils rentrent dans les élites, et puis après, il y a une ghettoisation aussi, parce que c'est un gros mot, mais il y a une véritable ghettoisation scolaire, parce que c'est ça dont il est question aussi. Mais moi, je veux pas qu'on parle de ces parents. Alors, je parle pas des classes populaires. Là, je parle vraiment de la classe moyenne supérieure, qui, à mon sens, ne voit absolument pas ce qui se passe. Et vous avez raison de dire peut-être que le premier responsable, c'est le professeur. Mais tout de même, comment ne peut-on pas se rendre compte que l'éducation nationale et que vous êtes débordés, qu'elle ne fait plus son travail de former des citoyens et de pouvoir structurer à court ou moyen terme la société? C'est ça qui me pose problème dans ces classes moyennes supérieures, qui manifestement, pour certaines, ne voient absolument rien. C'est de l'aveuglement, c'est du déni, c'est...
du moment que le diplôme est obtenu. Ce sont des gens qui pensent beaucoup par le diplôme, je pense. Du moment que le diplôme est obtenu, normalement, tout doit bien se passer. On devrait avoir une espèce de réseau qui serait établi. Sauf que non, dans un système à 2 vitesses où vous avez un nombre très restreint d'établissements dans lesquels on a un véritable réseau qu'on achète parfois. C'est-à-dire que à un moment donné, si vous voulez, pour atterrir dans une grande école française, il vaut mieux venir de certaines classes préparatoires qui vous y préparent bien, qui piochent dans certains lycées, dans 2-3 lycées, qui eux-mêmes, pour parler de la région parisienne, eux-mêmes piochent dans certains collèges et parfois même dans certaines écoles primaires. On en est là. Oui, c'est une endogamie, Gilles. Ce sont des privilèges. Ce sont des privilèges qui ne sont pas écrits légalement, mais ce sont des privilèges. Et oui, la classe, une certaine partie de la classe française vit effectivement dans un doux rêve, tout à fait, du moment que honnêtement, je saurais pas faire d'analyse à grande échelle à ce niveau-là, mais ils sont en train de le payer, ils sont en train de s'en rendre compte et de paniquer à la dernière minute. Mieux vaut tard que jamais. Alors ça c'est intéressant parce que finalement il y a aussi, je vais me tourner vers Ève Wagerland, vous avez quand même une idée dans votre livre qui me semble intéressante, c'est en quoi et pourquoi les profs ont selon vous œuvré à leur propre déclassement aussi également. Par idéologie, c'est-à-dire que on s'est tiré une balle dans le pied à partir du moment où, à partir des années 70, le corps enseignant tout entier, donc là, très largement de gauche, a participer du grand mouvement post-68 heures de destruction de l'autorité, de la tradition, de la transmission. Les profs sont à fond dans cette idéologie. Donc, comment voulez-vous vous faire respecter et avoir une autorité quand vous tenez un discours anti-autorité et contre la transmission, etc. Donc c'est complètement paradoxal, voilà. On a des profs aujourd'hui très largement qui sont encore moi ça m'étonne encore souvent en salle des profs, un discours anti-flic par exemple primaire, puéril, vraiment que je trouve hallucinant parce qu'on est tous membres de la fonction publique au même titre. En plus, maintenant, nous, dans les classes, finalement, on fait un peu le travail de police. Enfin, moi, je me sens vraiment... j'ai l'impression de faire le même métier en moins physique que voilà, je dirais nos collègues policiers. Sauf qu'il y en a un récemment qui me disait, nous quand même, quand on nous agresse, on peut répondre physiquement, pas vous. Donc c'est peut-être un inconvénient. Mais c'est vrai que le prof, face à tout ce qui est violence physique, on a vraiment pas du tout le droit d'intervenir ni de possibilité, sinon on risque de gros ennuis. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, comme je le dis dans le livre, vous ne verrez jamais une manif de profs pour réclamer des sanctions pour les élèves perturbateurs, pour réclamer les classes de niveau, une sélection et le retour de l'autorité. Là, c'est des notions fascistes pour eux dans leur tête. Donc, faut vraiment pas attendre que ça vienne des profs ou en tout cas pas organisé par les syndicats. Ça n'arrivera jamais. Et une question là-dessus, une dernière question, c'est même au vu de la dégradation de la situation, même là, ils sont toujours fossilisés dans une idéologie de gauche, ou enfin il y a une autre gauche, parce qu'il y a une certaine gauche quand même qui était pour l'émancipation sociale des petits Français tout de même. Mais là aujourd'hui, je vois ce que vous voulez dire. Même face à ça, il y a un déni de réalité qui ne laisse penser à rien d'autre qu'à une espèce de non-émancipation, une libéralisation totale de rien et une baisse de niveau qui va amener ces gamins dans le mur en fait. Non, mais bien sûr, quand je parle de gauche, c'est cette gauche sociétale, progressiste. Il y a beaucoup de profs qui constatent les choses au quotidien et ça les fait évoluer quand même. Il y a même des discours très durs qui sont tenus en salle des profs, très, très honnêtes. Le problème, c'est qu'après, le blocage idéologique, il est quand même ensuite, quand il faut passer quand même au militantisme ou déjà sur le plan du vote et ensuite voilà sur le plan de la revendication syndicale, là le blocage est total. Gilles Farfour là-dessus et après j'aimerais qu'on finisse parce qu'il nous reste encore 5 minutes. Notre chère régie m'accorde 5 minutes de plus. Je la remercie bien entendu. Là-dessus, vous voulez ajouter quelque chose, Gilles Farfour, sur cette question là?
on a effectivement une pensée tout à fait dogmatique, une pensée parfois inquisitrice même, avec des gens qui rejoignent bien les élèves qu'ils forment finalement, une pensée anti. Vous savez, on est à une époque où l'esprit de contradiction est tout à fait valorisé, un esprit qui est très narcissique et une idée que tout est caché, tout est faux dans l'antifascisme, tout doit être décrypté à une vérité supérieure. C'est-à-dire comme cela qu'on nous demande d'enseigner, il faut aller au-delà du matériel et c'est un état d'esprit où la destruction le dispute à la dévoration. Comment se fait-il que des gens en restent là malgré la souffrance réelle qu'ils vivent? C'est ça tout le paradoxe du prof, c'est que des tas de gens, en fait, ont envie d'avoir de la compassion pour les enseignants, mais à cause de cet état d'esprit, ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas. Il y a une espèce d'état adolescent qui effectivement empêche le mouvement et qui nous contraint à avoir, en termes de violence, un rapport presque animal avec les élèves. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis un homme, moi, je ne me ferai pas cogner par un gamin. J'en suis sûr, je ne me ferai pas cogner. Mais une femme, elle peut se faire frapper. J'ai eu une collègue comme ça qui est tombée à la renverse, qu'il a fallu récupérer. Oui, on en vient à une terrible libération des pulsions, libération des jouissances personnelles. On jouit sans entrave, c'est-à-dire au tépendeux. Et la même personne peut vous dire que s'habiller comme si on allait à la plage et mettre une abaya, c'est possible, tout est possible, il faut l'encourager chez les gamins. La vie doit être un chef-d'œuvre de narcissisme. Mais formidable, Gilles Farfo, vous me tendez une perche incroyable. Vous pourriez devenir vous aussi animateur de matinale parce que je vous parlais justement de l'abaya et je voulais vous parler d'une étude, selon une enquête du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale paru récemment, 42% des chefs d'établissement font état d'élèves entrés en classe avec des tenues vestimentaires dites culturelles, mais qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une pratique religieuse au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023. Gilles Farfour et Ève Vaguerland là-dessus, l'abaya, la laïcité dans les classes, on en est où selon vous? Quel est votre regard? Est-ce que ça commence à devenir vraiment de plus en plus compliqué dans l'école de la République? Alors, qui commence? Est-ce que allez-y, Gilles Farfour, je finira. Il y a des espèces d'épisodes, effectivement. Alors, dans l'établissement où je suis, effectivement, on a des épisodes réguliers, effectivement, de ce que j'appelle, moi, des attaques culturelles, de tests qui sont faits, qui sont pas choisis dans des établissements au hasard. En parlant de membres du personnel qui font passer leur idéologie devant ce qui est bon pour les jeunes. Vous avez des gens qui, à l'intérieur, peuvent encourager, pour des raisons purement politiques, même pas parce qu'ils seraient en religion, peuvent encourager les jeunes, effectivement, à se vêtir de ce genre de signes. Et à ce niveau-là, je crois que c'est la putasserie politique qui fait tout le boulot et qui empêche les gens de faire le travail. La plupart des enseignants craignent aujourd'hui, pour des raisons évidentes. Les enseignants changer leur manière de percevoir les choses. Et puis, il y a un dernier élément dont on parle très peu, et je vais dire très vite, c'est que la culture de ce qu'est la religion chez les enseignants et chez beaucoup de Français a disparu. En 6e au programme, en cours de français, vous avez une séquence de cours. Aujourd'hui, on dit séquence, on disait chapitre. Sur les grands textes fondateurs du monde. Alors, vous parlez de la tour de Babel, vous parlez du déluge d'Adam et Ève, etc. Et moi, quand je montre cette séquence, je suis un passionné de religion, donc je sais en parler très à l'aise et les élèves le voient, ils ont confiance. Quand je le montre à mes collègues, ils me répondent qu'ils ne savent pas quoi en faire. C'est pas qu'ils n'ont pas envie de le faire, mais ils sont perdus devant ces textes. Et je leur dis, mais c'est pas grave, tu les fais étudier comme tu fais étudier l'Iliade. Mais vous voyez, il y a une espèce de gêne à ce niveau-là. C'est-à-dire que le professeur, de toute manière, est sans défense devant ces objets-là, culturellement sans défense. Ève Vaguerland, pour terminer, le mot de la fin sur cette question de laïcité, d'abaya et de vêtements religieux et culturels. Alors, je réagirai sur je connais très bien cette question de la fameuse séquence sur les textes fondateurs, sachant qu'on se sent obligé, les profs qui le font se sentent obligés de faire des textes du Coran pour compenser le fait qu'il y ait des textes de la Bible. Et effectivement, on a une offensive religieuse à l'école, c'est vraiment politique, c'est vraiment calculé, avec des élèves qui franchissent la porte, le voile sur la tête, alors qu'elles savent très bien la règle. Moi, je pense que effectivement, on est tellement déchristianisé, tellement démunis face à cette question religieuse
eh bien, qu'on n'a on n'a rien à offrir comme résistance à ça. Les profs sont effectivement dans une laïcité que je dirais négative, qui est l'éradication du fait religieux, et ils ne savent pas réagir face aux phénomènes religieux. Eh bien, c'était passionnant. Merci à tous les deux. Ce sujet, on aurait pu encore l'aborder pendant 1 heure parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous êtes passionnants tous les deux. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ève Waguerland, vous êtes prof agrégé. Un prof ne devrait pas dire ça. Chose vue et chose tue dans l'éducation nationale. Aux très bonnes éditions L'Artilleur. Et Gilles Farfour, merci aussi à vous. Vous êtes enseignant en collège, actuellement en arrêt maladie, mais vous commencez à donner de plus en plus d'interviews. Et je vous invite à aller voir les interviews, les prises de position de nos 2 enseignants. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci à vous deux. Merci beaucoup.